quelques mots, quelles sont votre appréciation et votre ressenti concernant le quinquennat presque achevé d'Emmanuel Macron? Pour moi, un quinquennat de l'esbrouf, un quinquennat de la parole non tenue, des déclarations, quelque chose d'une forme de. Un quinquennat de l'apparence, quoi. Parce que il a eu des mots qui étaient forts, notamment sur la violence sexuelle, en disant c'est la grande cause du quinquennat. Il a eu des mots aussi à d'autres moments de son mandat. Et ça ne s'est jamais traduit par des actions majeures. Et en fait, la seule ligne qu'il a tenue, c'est une ligne très néolibérale, très libérale économiquement. Et on a l'impression que toutes les prises de parole à côté n'ont été que des moments un peu pour faire diversion, quoi. Donc c'est un mandat qui me laisse non seulement sur ma faim, mais qui me laisse presque en colère. Enfin, même pas presque, en colère, notamment sur l'écologie, parce qu'il avait appelé les personnes, et notamment les chercheurs américains, quand Trump est arrivé au pouvoir, à venir en France. Il s'est vanté de la COP 21, il a essayé de faire en sorte que la France soit un des pays reconnus sur les questions climatiques. Et en fait, à chaque fois que la loi passe, eh bien, c'est très très en dessous, quoi. Très 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 en dessous des exigences. Et ce sur quoi on voulait vous poser une seconde question, comment qualifierez-vous justement en quelques points un bilan de l'écologie, des actions écologiques C'est le bilan des esbroufs aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mots, il y a eu beaucoup d'emphase, il y a eu beaucoup de discours avec des yeux très prenants, très poignants comme ça, et puis à la fin rien. Okay. Mais rien. Alors, mon appréciation, mon ressenti, je dirais que c'est un mandat particulièrement intense. Je suppose que c'est aussi ce que beaucoup de Français retiendront de ces 5 années, avec la crise sanitaire dans laquelle on est encore. On a également vécu une crise sociale importante. Donc c'est un mandat où il y a beaucoup de réformes aussi qui ont été conduites malgré ce contexte. Et du coup, je pense que l'intensité, elle est certainement perçue par beaucoup de Français. Et j'ajouterais que la difficulté, je pense, pour le président comme pour sa majorité parlementaire et pour tous les parlementaires de France qui sont là pour, bien entendu, voter des lois, proposer, les amender. C'est que dans cette volonté de réformer, d'attaquer beaucoup de problèmes à la racine, par exemple sur l'éducation, lorsqu'on décide de décloisonner les classes de CP, CE1 dans les quartiers, ça c'est un gros sujet. Lorsqu'on décide de limiter les classes à 24 partout en France pour là aussi les CP, CE1, ce sont de grandes décisions qui amènent certes du législatif, mais des changements en fait dans l'administration. Je pense également que ce qu'on a pu faire sur le volet de santé, en dehors du volet sanitaire, par exemple le reste à charge zéro, ce sont des mesures de solidarité. Beaucoup de Français n'ont pas forcément de complémentaires et aujourd'hui étaient mal couverts. Donc maintenant, ce sont des droits supplémentaires. Je pense qu'on a essayé aussi, en direction de la jeunesse, d'apporter certaines évolutions. Le développement de l'apprentissage, je pense, en est une illustration. La garantie jeune, puis le contrat d'engagement, voilà, ce sont d'autres illustrations. Et ça, ce sont des changements, des politiques publiques, bien entendu, à mettre en œuvre concrètement, et puis de l'évaluation aussi permanente, puisque la particularité, je pense, d'un mandat de parlementaire, c'est certes de voter, mais c'est aussi de regarder la mise en œuvre et d'évaluer. Et donc en 5 ans, on arrive pour les premières politiques publiques votées à en tenir compte, et du coup à rectifier. On l'a fait sur une autre loi qui concerne l'agriculture et la rémunération des producteurs. Donc on a fait une première loi en 2018, me semble-t-il, et on en a voté une autre en 2021 pour ajuster, puisque on se rendait compte que les négociations entre industriels et producteurs, notamment et grande distribution, étaient encore insuffisamment équilibrées. Donc on a évalué et amélioré la loi, et les négociations sont en cours. On verra si c'est pleinement pertinent. Mais du coup, voilà,
une intensité parce que voilà, des textes votés, mais aussi une difficulté liée bien entendu à ce contexte sanitaire, aux difficultés sociales aussi qu'on a rencontrées et qu'on rencontre toujours. Il y a une fracture sociale dans notre pays à laquelle il faut être très vigilante. Donc je crois que c'est cette intensité et ces contraintes qui se sont imposées à ce mandat, au président de la République, à tous les Français, ces contraintes sanitaires qui marqueront et qui donnent un sentiment peut-être d'inachevé pour certains, je pense, pour certains d'entre nous. Wow, beaucoup de gâchis en réalité de ce quinquennat parce qu'on aura perdu du temps dans tout un tas de domaines. Je pense notamment au domaine de l'écologie où on n'atteint pas les objectifs du tout qui sont fixés initialement, que la France s'est elle-même fixée, que la majorité s'est elle-même fixée. Là, on vient d'avoir les chiffres qui viennent de tomber. On est le seul pays européen à ne pas avoir atteint nos objectifs de mise en œuvre d'énergie renouvelable dans le pays. Et puis du gâchis de tous ces gens qui sont de bonne volonté dans les services publics, je pense à la santé, aux hôpitaux, ces soignants qui se démènent et qui à la fin, on a quand même les fermetures de lits, on a quand même des dégradations de leur qualité de travail et à chaque fois il faut se battre juste pour pouvoir avoir les moyens de faire son boulot. Je pense notamment à la mobilisation des enseignants là, qui vient d'arriver dans la question dans le cadre de la pandémie, de la gestion du Covid. Ils ont dû se mobiliser pour dire attendez, vos protocoles c'est n'importe quoi, mettez-nous des personnels supplémentaires pour qu'on puisse s'occuper correctement des gamins, quoi. Et bon voilà, à chaque fois il faut râler. Donc c'est beaucoup de temps de perdu, 400 000 pauvres de plus dans le pays. Bon, c'est un bilan économique qui est quand même assez étrange. C'est-à-dire que pendant qu'on nous explique que le PIB est reparti à la hausse, que la croissance est là, on a même expliqué que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté. Mais quand on regarde dans le détail, les plus précaires et les plus pauvres du pays en fait, ont perdu de leur pouvoir d'achat, notamment les 5% les plus pauvres. D'où l'augmentation de la misère, très clairement. Pendant que les 1% les plus riches, eux, se sont gavés et ont accru leurs dividendes et leur patrimoine. Et là, on est dans une situation un peu extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est dans les chiffres records en 2021 pour les dividendes versés aux actionnaires, 70 milliards d'euros. On atteint des montants colossaux, alors qu'on aurait bien besoin de cet argent public pour relancer l'activité, relancer l'économie. Puisque comme vous le savez, avec les plans de relance, on dépense. Mais ensuite, la dette, qu'est-ce qui va la payer? Ou à qui on va la faire payer? Toujours eux-mêmes, ceux qui travaillent et qui se lèvent tôt le matin pour aller au boulot. Quelles seraient vos principales attentes pour les 5 années à venir? Selon vous, que faudrait-il améliorer et quelles sont vos priorités? Là, de toute façon, on n'a pas tellement de choix. Le rapport du GIEC est très clair. On n'en a que les prémices pour l'instant, mais dans ce qui est déjà sorti, on le sait. On a 10 ans pour agir. 10 ans pour agir, ça veut dire 10 ans pour obtenir les premiers résultats. Ça veut donc dire qu'on a 5 ans d'action publique pour changer les choses. Parce que pour obtenir les résultats dans 10 ans, il faut que dans les 5 ans, on ait des politiques publiques majeures. Donc c'est ça que j'attends du prochain mandat. C'est-à-dire qu'on fasse cette bifurcation, qu'on la fasse enfin, qu'on l'affronte. Et je dis le terme affronter à dessein parce qu'on a l'impression que c'est un espèce de truc un peu facile où il va falloir juste arrêter le robinet quand on se lave les dents ou modifier 2-3 trucs dans notre vie. Alors que là, la bifurcation qu'on a à faire est une bifurcation importante. Et donc oui, il va nous falloir prendre le taureau par les cornes et vraiment nous affronter à ce problème. Et nous affronter avec courage. Et j'ai même envie de dire qu'on est la première génération, on est la génération qui, depuis celles qui ont connu la guerre, avons des responsabilités, des décisions lourdes à prendre. Et on a à les prendre en temps de paix. Est-ce qu'on sera à la hauteur? Telle est la question. Alors, mes principales attentes, je pense que je vous ai dit qu'il y a une fracture sociale, par exemple, dans notre pays qu'il faut chercher à résorber. Et pour ce faire, l'accès au travail, la formation professionnelle tout au long de la vie, l'éducation dès les premiers jours de la vie, les premières années. Ce sont des politiques où on essaie de faire de la prévention plutôt que du palliatif, même s'il faut aussi des mesures pour traiter le sujet au moment. Par exemple, toutes les mesures d'insertion et d'accompagnement des demandeurs d'emploi de longue durée, par exemple, ce sont des outils dont on a absolument besoin. Donc je pense qu'on a à poursuivre vraiment intensément tout ce volet social. Et je pense que ce qu'a révélé aussi cette crise sanitaire, c'est une
des difficultés pour notre système de santé, pour notre hôpital, mais pas que l'hôpital. L'ensemble, je pense, du parcours de soins est aujourd'hui bousculé, que ce soit des professionnels libéraux ou des établissements publics. Donc on a, je pense, à repenser notre modèle de santé, et ça c'est un gros sujet, les Français y sont très attachés. Je pense par exemple que le système des urgences, où tout le monde arrive aux urgences, que ce soit pour un petit bobo ou quelque chose de très grave, ça ne va pas. Et ça contribue à amener du dysfonctionnement. Donc voilà, le changement est déjà initié et engagé pour essayer de résorber ces difficultés-là. Mais je pense que voilà, la santé sera au cœur de notre sujet. Et à côté de la santé, il y a tout ce qui concerne le grand âge, le vieillissement. C'est une réforme qu'on n'a pas pu mener à son terme. On a créé la cinquième branche, cinquième risque de la sécurité sociale. Mais il faut poursuivre, parce que si on veut mieux accompagner nos aînés et tous ceux qui perdent leurs facultés, par exemple, physiques ou intellectuelles, eh bien, je pense qu'il nous faudra des moyens. La famille, les proches ont un rôle à jouer, bien entendu, mais très souvent, ce sont des handicaps très lourds autour de la fin de vie. Et sans professionnels, les aidants n'y suffiront pas. Donc il nous faut des moyens pour justement apporter cet accompagnement. Et ce n'est pas le scandale d'Orpea qui fait l'actualité aujourd'hui qui va nous amener à penser les choses autrement. Et peut-être même d'ailleurs que le système lucratif des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, n'est peut-être pas adapté. Il conviendra vraiment, je pense, d'avoir un débat de société sur ce que l'on veut pour nos aînés et pour nous vieillissants, puisque voilà, on passera, si tout se passe bien normalement, nous aussi à un grand âge, en tout cas je l'espère, en meilleure santé possible bien sûr, mais avec une possibilité d'avoir besoin de soutien. Et je pense que c'est un sujet de préoccupation des Français également. Donc santé, avec ce grand âge, on a aussi, moi j'ai le sentiment que sur le champ éducatif, je ne sais pas vous, quelle est votre vision de l'éducation, vous qui êtes encore étudiante, mais il y a une forme de désespérance, tant du côté des enseignants que du côté des jeunes, voire même parfois des enfants qui remontent leur ennui ou leur mal-être à l'école. Et ça, c'est quelque chose de très préoccupant, parce que l'éducation, c'est les ressources essentielles pour être autonome demain, pour être des citoyens éclairés. Donc c'est vraiment le cœur de notre avenir à tous. Et je pense voilà, qu'on a un sujet. Donc ce sont des gros sujets. Santé, c'est très important dans nos vies. L'éducation, c'est essentiel pour nos vies, nos enfants, notre société. Mais on voit que sur la justice aussi, on a une justice qui est fragilisée. On a voilà, de grandes politiques publiques qui, aujourd'hui, ont besoin d'être re-questionnées, renforcées. Et c'est un sujet devant nous. Et les 5 ans qui viennent seront intenses aussi, certainement, tant le champ et les attentes sont fortes, et toujours dans un contexte social compliqué, et avec en plus une montée des extrêmes qui peut aussi être préoccupante. Donc je crois que faire de la politique aujourd'hui, gouverner notre pays, ce n'est pas une chose simple. Et ça nécessite, je pense, beaucoup de réflexion. Et peut-être que dans la méthode, ce à quoi j'aspire aussi, moi je suis très attachée au dialogue social, à la manière dont on peut construire ensemble des solutions, enfin un diagnostic et puis envisager des solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas très bien fait, je pense, en début de législature. C'est mieux aujourd'hui, mais voilà, on peut encore persévérer et améliorer en tout cas ce volet-là de mon point de vue. Améliorer, et quelles sont vos priorités? Eh bien, on a mis tout ça dans un programme qui s'appelle l'avenir en commun. Ce programme politique, il est extrêmement complet, puisqu'on l'a travaillé déjà, il était déjà présenté par le candidat Jean-Luc Mélenchon en 2017,
et la version de 2022 a été largement augmentée. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il y a 694 propositions là-dedans, mais si je dois les résumer, allez, à gros traits, on va dire qu'il y a la question démocratique qui est extrêmement importante. Nous souhaitons passer une 6e République par le biais d'une assemblée constituante, c'est-à-dire élire des gens chargés de rédiger une nouvelle constitution, une nouvelle règle du jeu, parce qu'on ne peut pas rester les bras ballants à constater qu'aux dernières municipales, il y a eu moins de 30% de participation, qu'aux européennes, on a oscillé entre 30 et 35%. Enfin, ce n'est pas une démocratie quand les gens boudent les urnes. Ce n'est pas possible. Il n'y a plus de légitimité de l'action publique et on voit que la défiance est extrêmement grande et qu'on a un pouvoir autoritaire et isolé autour de ce que nous, on appelle le monarque présidentiel, qui est le président de la République, qui peut décider de tout, tout seul, dans son coin. Et avec le fait majoritaire, enregistrer tout ça à l'Assemblée nationale. Donc la réforme institutionnelle, elle est pour nous déterminante et importante pour avoir des nouveaux droits aussi qui nous sont reconnus respectivement. Je pense, nous on est favorable au vote obligatoire par exemple, mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut reconnaître le vote blanc et que si le vote blanc est majoritaire, alors il faut revoter. C'est une autre conception de la démocratie, remettre le citoyen au cœur de la décision, faire en sorte que ce soit bien le souverain, puisque c'est ça la démocratie, c'est que le peuple est souverain. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est celui du partage des richesses, extrêmement important. Je vous l'ai dit, les plus riches de ce pays, les plus grandes entreprises se gavent pendant que les autres restent dans la misère. Pourtant, le pays n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Le PIB, c'est 2350 milliards d'euros. 10 points sont passés sur les 40 dernières années du travail au capital. Ça représente 230 milliards d'euros qui manquent dans les caisses de l'État et dans les caisses de la sécurité sociale. Avec 230 milliards d'euros, je crois qu'on règle un certain nombre de problèmes auxquels le pays est confronté dans la totalité des services publics. Donc ce partage des richesses, il est essentiel pour remettre des services publics, parce que les services publics, c'est ça qui permet de dire que nos droits, ce ne sont pas juste des mots dans un texte de loi, mais bien quelque chose d'effectif auquel on a accès en tant que citoyenne et citoyen. Et enfin, le défi écologique et environnemental, on sait que le réchauffement climatique est commencé, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, il est commencé. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à limiter la casse et surtout à s'organiser pour faire face aux nouvelles difficultés auxquelles on va être confronté, la montée des eaux, les périodes de sécheresse, l'accès à l'eau. Et je pense que l'accès à l'eau va être quelque chose de il y a déjà des guerres de l'eau qui ont commencé à travers le monde et ça va aller crescendo. Et donc on se doit de se donner les moyens de lutter efficacement contre les dérèglements climatiques. Et puis ça tombe bien, ça crée de l'emploi dans le pays et de l'emploi non délocalisable. Donc allons-y. Très bien. Alors, récemment, le député européen François-Xavier Bellamy a qualifié le pass vaccinal de délitement de l'état de droit. Dans ce contexte, pensez-vous qu'il existe un réel déficit démocratique en France ? Quelle est votre analyse quant à l'état actuel de notre démocratie et plus largement de la 5e République ? Je pense que d'état d'urgence terroriste en état d'urgence sanitaire, on grignote à chaque fois les libertés. Quand je dis ça, ça paraît un peu un discours fumeux, mais en fait, il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans, qui est que si on regarde encore une fois les prévisions du GIEC, les crises vont s'accentuer, notamment les pandémies, mais pas que. Donc les crises vont s'accentuer. Et si on commence à ne savoir gérer la crise, si on expérimente qu'une gestion de crise qui soit par de l'autoritarisme, par des conseils secrets, les fameux conseils de défense, par l'imposition de mesures sans concertation, etc., mais en fait, c'est une forme de pli que l'on prend qui va nous pousser à gérer les crises qui viennent de la même manière. Sauf que les crises vont devenir de plus en plus rapides et importantes. Et donc, c'est un danger. C'est un danger, véritablement. Parce que là, la crise sanitaire, elle est grave. Et je veux dire, c'est quand même pas les crises que l'on pourra connaître dans les 20, 30, 50 prochaines années. Donc là, il faut qu'on s'exerce quelque part à gérer les crises autrement. Et là, je trouve qu'on est passé à côté. Récemment, le député européen François-Xavier Bellamy a qualifié le pass vaccinal de délitement de l'état de droit. Dans ce contexte, existe-t-il selon vous un réel déficit démocratique en France ? Quelle est votre analyse quant à l'état actuel de notre démocratie et plus largement de la 5e République ? Alors, je pense que beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui, ou de femmes politiques, cherchent à faire le buzz. Et moi, je trouve que quand en pleine crise sanitaire, lorsqu'on tient des propos comme cela, il y a quand même une part de buzz médiatique recherchée, à mon avis, cherchée à exister par des phrases choc. Et je sais pas ma vision, en tout cas, moi je ne pense pas qu'on est dans un état de droit qui se délite.
on est dans une démocratie justement où la diversité des opinions s'exprime, des pro-vax aux anti-vax, mais voilà, les gens ont toute possibilité de s'exprimer à partir du moment, bien entendu, où il n'y a pas de violence, ça c'est essentiel, et ce n'est pas le cas bien entendu dans tous les pays du monde, loin de là, et parfois pas toujours non plus en Europe. Donc moi je pense qu'on a cette chance de choisir aujourd'hui, de pouvoir choisir. Et c'est l'exemple, l'illustration de ce qu'est un état de droit. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est facile hein, d'avoir des slogans, mais la crise sanitaire mondiale, la pandémie mondiale qu'on traverse, de mémoire d'homme, c'est du jamais vu. Donc on fait face vraiment à une situation tout à fait extraordinaire, exceptionnelle. L'état de droit questionné, on sortait du terrorisme, on a tous en tête bien entendu les scènes terribles du Bataclan, tout ça c'est des choses hors normes, terribles auxquelles on a été confrontés et qu'on décide pour protéger les Français, mais aussi pour protéger nos libertés, de mesures particulières à un moment donné, dans un contexte extrêmement spécifique et particulier. Moi, je pense que c'est aussi de la responsabilité des hommes et des femmes politiques de prendre ce type de décision. Par contre, il faut veiller à ce que, lorsque le risque est passé, eh bien, on revienne bien sur les contraintes qui ont été jugées nécessaires par la majorité à un moment donné dans une crise particulière. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire attention au choc des mots et bien avoir en tête le caractère extraordinaire et douloureux, difficile de ce que le monde vit aujourd'hui. Alors, sur le pass vaccinal, le pass sanitaire, oui, c'est un délitement de notre démocratie. Bon, moi, j'y suis opposé. Nous sommes pour convaincre plutôt que contraindre sur la question de la vaccination. Et je pense que toutes ces mesures où on tord le bras aux gens, où on impose les choses d'en haut, on infantilise et on ne responsabilise pas. Et on n'atteint même pas les objectifs. Et qu'à la fin, on se rend compte avec le pass vaccinal que ça n'a eu qu'une espèce d'impact sur la vague Omicron. Qu'il y ait eu ou pas le pass vaccinal, ça n'aura absolument rien changé. Que les gens aient été vaccinés ou non, oui, là, ça change quelque chose. Mais la corrélation entre les deux n'a jamais été démontrée par le gouvernement. Et sinon, la démonstration contraire aurait pu être faite. Malheureusement pour eux. Alors comment la crise et la pandémie a été gérée en France? Elle a été gérée de manière extrêmement autoritaire et verticale, puisque très rapidement, c'est le Conseil de défense qui a été réuni, alors qu'il n'a pas pour objet de gérer les crises sanitaires, qui a été réuni avec le secret défense, avec les chefs des armées, Emmanuel Macron, quelques ministres, pas tous, quelques-uns, et des personnes dont on ne sait pas qui était là d'ailleurs. C'est le principe du Conseil de défense, c'est qu'il est secret défense. Donc on a sur ce mode de gestion un péché originel premier. Vous avez finalement le président de la République qui arrive à la télé et qui annonce les mesures. Des ministres découvrent à ce moment-là ce qu'ils vont devoir mettre en œuvre. Moi je l'ai vu, je l'ai vécu en direct à l'Assemblée nationale, des ministres qui découvrent devant la télé les annonces d'un certain nombre de leurs collègues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis derrière, du coup les députés qui doivent voter un texte sur des mesures qui ont déjà été annoncées à la télé comme allant s'appliquer dans une semaine et demie ou 2 semaines. Le pass sanitaire, c'était typiquement ça. C'est-à-dire qu'on a, alors qu'on nous avait juré et qu'on nous avait inscrit noir sur blanc que jamais de la vie, le pass sanitaire ne pourrait être autorisé dans la vie quotidienne, pour aller au bar, au restaurant, au cinéma, etc. On rebolote, on repart, Conseil de défense annonce à la télé, les ministres qui disent du coup ce que j'ai dit le mois dernier en fait n'est plus vrai, et l'Assemblée nationale qui est sommée d'enregistrer avec toute la violence que cela implique, et puis des débats qui n'en sont pas. Aucun amendement n'est véritablement adopté. Quand ils sont adoptés, c'est parce que la majorité ne fait pas l'effort d'être suffisamment présente. Peut-être que c'est parce que justement c'est difficilement tenable vis-à-vis de leurs électrices et leurs électeurs, mais enfin ça c'est leur problème, ça les regarde. Et à la fin, tout le monde en ressort affaibli dans cette gestion de crise, là où on devrait se partager les éléments, sans parler des mensonges à répétition qui ont été quand même avérés. Ça paraît être une évidence. Tout le monde peut faire les blagues aujourd'hui en disant « Ah bon, le masque, ça sert à rien ». Donc avec tout ce qui avait été dit par Olivier Véran lui-même, Sibeth Ndiaye à l'époque, donc les gens ne sauraient pas le mettre, que les masques, Et donc vu d'aujourd'hui, tout ça prête à sourire. Il y a quand même une enquête qui a été ouverte de la Cour de justice de la République
sur le sujet avec les magistrats instructeurs de la Cour de cassation sur les agissements du gouvernement. Alors bon, on aura peut-être le fin mot de l'histoire dans 2 ans, dans 3 ans, une fois que la pandémie sera passée, si elle passe, on ne sait rien. Croiser les doigts, mais clairement cette séquence politique a montré ô combien la constitution de la Ve République pouvait être complètement autoritaire et se passer de la vie du peuple pour prendre des mesures qui concernent le quotidien de 66 millions de Françaises et de Français. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pourquoi il faut passer à la 6e. Enfin, dernière question sur l'actualité. Ce dimanche 16 janvier a eu lieu une manifestation nommée la Marche pour la vie, donc à Paris, qui défend donc la vie et qui s'oppose notamment à la loi Galliot, donc qui avance l'IVG de 12 à 14 semaines. Et durant cette manifestation, à l'issue de cette manifestation, 13 femmes qui se nomment les Femmes se sont regroupées devant la manifestation avec écrit sur les seins des phrases telles que « Nos droits avancent, vos esprits reculent ». Que pensez-vous de cette insurrection ? Est-ce pour vous une action militante légitime et utile pour le combat des femmes, ou est-ce trop extrême comme pourraient le qualifier certains journaux ? Les Femmes, elles ont cette manière de faire qui s'appuie sur la provocation partout. Y compris en Russie d'ailleurs, face à Poutine, ce qui est quand même quelque chose de très courageux. Donc voilà, c'est leur manière de faire. C'est évidemment pour les personnes qui devaient être dans la manifestation quelque chose de très frontal pour elles. Mais le droit à disposer de nos corps, c'est un droit à mes yeux inaliénable, important, crucial pour le droit des femmes. Et donc toute action, je la salue. Voilà. Après, en plus c'est pas facile d'aller manifester corps nu, donc exposé au coups, exposé à la violence. Enfin, je veux dire, on y va sans protection, quoi. Donc voilà, moi je pense que ce qu'elles ont fait est bien. Je comprends que ça puisse être considéré comme une action brutale en tous les cas, mais heureusement qu'elles sont là. Très bien. Et vous trouvez ça utile et nécessaire du coup dans Oui, le combat féministe ? tout à fait. On va passer. Enfin, que pensez-vous de la présidence française dans le Conseil de l'Union européenne ? Et que pensez-vous de la place que donne la France à l'Union européenne à l'heure où le drapeau justement de l'Union européenne, qui a remplacé le drapeau français sur l'Arc de Triomphe, crée encore débat en France ? Alors, justement, le drapeau européen n'a pas remplacé le drapeau français sous l'Arc de Triomphe, parce que l'Arc de Triomphe, il n'est pas voisé que lors des commémorations et lors du 14 juillet. Et en temps normal, il n'y a pas de drapeau français sous l'Arc de Triomphe. Et le 1er janvier, il n'y a pas de drapeau français sous l'Arc de Triomphe habituellement. Là, c'était une volonté, effectivement, de marquer le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en pavoisant l'Arc de Triomphe aux couleurs de l'Europe. Mais on n'a pas enlevé le drapeau français pour mettre le drapeau européen. Il y avait une place vide. On a souhaité marquer justement notre attachement à l'Europe. Moi, je suis très attachée à l'Europe et je pense que dans la crise sanitaire, l'Europe a aussi montré qu'elle était capable de solidarité. Je pense que si on avait joué chacun pour soi en matière de vaccins, eh bien certains, d'abord qu'on aurait eu certainement une guerre des prix différente de celle qui a aussi existé malheureusement compte tenu des manques à un moment donné de vaccins dans le monde. Mais on aurait certainement eu des pays qui auraient eu beaucoup plus de difficultés que d'autres à s'approvisionner. Donc voilà, je pense que l'Europe, c'est une chance. Et là encore, certains veulent faire le buzz, sont anti-européens ou veulent toujours rendre responsable l'Europe de nos difficultés ou de tous les maux. Je pense que ce sont des facilités. Moi, je crois que la présidence de l'Union et le président Macron qui a rappelé justement cette union de paix, ces valeurs, cet état de droit, cette démocratie aussi précieuse. Enfin, tout ça, ce sont des choses, quand on prend du recul et qu'on regarde le monde, eh bien, on se rend compte qu'on est très atypique en Union, que c'est aussi quelque chose de fragile, qu'il y a des choses à modifier et les propositions en la matière me semblent fort utiles. C'est vrai que l'unanimité des décisions, c'est aussi une difficulté aujourd'hui dans notre Union et je pense qu'il y a certainement des choses à adapter, pas sur tous les fronts, pas sur tous les chantiers, pas sur toutes les politiques publiques, mais moi je pense qu'il y a des choses à revoir. Je pense que la solidarité européenne et
découverte mutuelle en termes culturels aussi, de tous les Européens, moins jeunes et plus jeunes. Enfin, les programmes Erasmus, je pense, ce sont des outils et des atouts formidables pour nous tous, pour l'Europe. Ce sont des choses à préserver, à développer encore, c'est l'intention. Et puis je pense qu'on a de grands enjeux face à nous. Il y a souvent, je vous en citerai un, je ne vais pas aller sur le champ de la défense, je ne vais pas aller sur le champ de la sécurité ou du champ écologique qui est fondamental aussi. Je pense qu'à l'échelle de l'Europe d'ailleurs, on est très ambitieux en Europe sur le volet transition écologique, sur la réduction des émissions de carbone. Enfin, voilà, on a cette volonté, cette envie d'avancer et on prend des décisions extrêmement contraignantes. Quand on dit qu'à l'horizon 2030-2035, on arrête de commercialiser des véhicules polluants, c'est toutes nos industries qu'il faut revoir. Donc voilà, ce sont des grosses décisions. Mais moi, je vous parlerai d'un sujet que je connais bien, c'est les questions d'immigration, de migration à travers le monde. Quand bien même, là aussi, on a des instrumentalisations de ce sujet par beaucoup de politiques, je pense qu'on n'est pas dans une période migratoire intense. On a eu la période 2015 où il y a eu un flux important, mais ce n'est pas les quelques milliers de personnes qui ont été instrumentalisées aux frontières de l'Europe il y a quelques temps et par la Biélorussie en particulier, qui révèlent un risque particulier. Non, aujourd'hui on est dans une phase plutôt calme, entre guillemets, d'immigration, et je pense que l'Europe ne travaille pas bien sur ce sujet, et la crise de 2015 l'a démontré, où là on a trop joué le chacun pour soi et laissé les pays d'entrée de l'Union un peu seuls face aux arrivées massives, l'Italie, la Grèce, Malte, on a tous ça en tête, ces images-là en tête, et je crois que c'est justement dans ce moment qu'il convient de réfléchir collectivement à la manière dont l'Europe doit s'organiser pour accueillir des étrangers qui arrivent d'ailleurs, bien entendu, des migrants, parce que l'homme est homme et qu'il a toujours voyagé, que nous-mêmes on vient d'ailleurs, tous quelque part, et que ça va continuer. Construire des murs, des frontières, mettre des militaires aux frontières, tout ça, voilà, c'est ponctuellement pour agir, mais ce n'est pas une solution d'avenir. La solution d'avenir, c'est de travailler avec les pays d'origine, c'est de faciliter le développement et une vie heureuse, équilibrée, pacifique, sécurisée dans ces pays d'origine, et puis organiser des voies de migration sûres, parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous, soit pour venir vers l'Europe, soit pour quitter l'Europe pour aller vers le Royaume-Uni, les gens prennent des risques insensés. Ils ne font pas ça par plaisir ou par goût du risque. Non, ils font ça parce que c'est leur choix et c'est ce qui les pousse aujourd'hui. Et ils ne vont pas arrêter. C'est à nous de nous organiser pour sécuriser ces chemins et ces choix de vie. Et bien entendu, en lien avec les pays d'origine. Donc voilà, il y a des grands enjeux à l'échelle de l'Union européenne et c'est ensemble, je pense, qu'on a et qu'on aura les solutions. Sûr que les candidats doivent rassembler. Qu'est-ce que vous en pensez à l'heure où des candidats qui peuvent avoir 14% dans les sondages ne rassemblent pas assez de signatures et ça menace justement leur candidature dans la démocratie? C'est un vrai sujet, cette histoire de parrainage de la part des maires et des élus, des différents élus pour les candidats à l'élection présidentielle, et c'est injuste. C'est injuste parce que les maires n'ont pas demandé à avoir ce pouvoir. Ils n'ont rien demandé, ça a été invité au début de la 5e, disant il fallait peut-être un filtre, qu'il n'y ait pas des candidatures farfelues. Est-ce qu'il n'y a pas de candidature farfelue avec les 500 signatures? Bon, je laisse à chacun libre choix de l'appréciation des différentes candidatures sur la 5e République. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une proposition qui peut être faite, et nous l'avons faite, pas dans notre dernière niche parlementaire, mais c'est la précédente, donc il y a plus d'un an maintenant, en disant, et c'était issu des travaux de la commission présidée par Lionel Jospin, sous la mandature précédente, pour revitaliser la démocratie, il avait proposé qu'il y ait un parrainage citoyen, qu'il puisse y avoir donc les citoyens qui, donc sur le site du ministère de l'Intérieur, du Conseil constitutionnel, peu importe, on va trouver un endroit où le faire, si 150 000 d'entre eux
décide de soutenir un candidat à l'élection présidentielle, alors il peut se présenter. Voilà. Et comme on n'a pas voulu trop bouleverser les coutumes, les us et coutumes, on a dit que c'était soit les 150 000, soit les 500 parrainages d'élus, comme ça tout le monde peut s'y retrouver. C'est ça l'idée. Mais moi je préférais qu'il n'y ait que des parrainages citoyens. D'ailleurs je préférais que ce soit le cas pour 100% des élections. Et que ce soit le filtre d'entrée pour savoir si on peut être candidat ou pas, d'avoir une fraction de l'électorat qui nous soutienne et qui nous pousse à candidater. Et on pourrait avoir le corollaire de ça, j'irai jusqu'au bout, mais là, je vais même beaucoup plus loin que ce que nous proposons politiquement, je veux dire, dans notre programme. Mais on pourrait imaginer qu'une fois que les gens ont passé le filtre, alors ils aient un budget alloué par l'État à égalité pour faire campagne. Et qu'on arrête d'être dans ce machin où chacun va voir les banques et lui dire ah oui mais si vous ne faites pas 5%, si on met un filtre initial avec des parrainages citoyens, alors il faut ouvrir droit à l'égalité entre les candidats de défendre leurs idées, leurs opinions, et ça passe notamment par une contribution financière égale de la part de l'État, parce qu'aujourd'hui vous savez les candidats doivent avancer et se font rembourser s'ils font plus de 5%, ce qui crée une incertitude colossale, qui fait que seuls les plus riches ou les plus organisés peuvent se présenter, ce qui n'est pas exactement la conception, je pense, que tout le monde a de la démocratie.